Bonjour à tous. Donc, Bonjour. bonjour, hein, pour ceux qui, viennent de nous rejoindre. Il y a encore un peu de monde qui nous rejoint, hein. Nous sommes, déjà assez nombreux, hein, pour le coup, puisque, je note, 51 participants, donc, techniciens et élus inclus, hein, donc ce qui fait, environ 46-48 participants, qui pour une réunion publique RLPI est un bon score. Je me présente, hein, Kivan Farzami. Je vais tout de suite laisser la parole à Madame la vice-présidente qui va faire un mot d'introduction. Madame Mandon, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à toutes et tous et merci d'être là avec nous ce soir donc, pour parler de ce RLPI. Donc, quelques petits mots effectivement avant de laisser la parole aux techniciens, techniciennes pour le coup. C'est une affaire de femmes en fait, cette publicité. Donc, pour vous dire que l'élaboration de ce RLPI a démarré en 2018. Donc, il a connu un petit temps d'arrêt avec la préparation des élections et puis avec la situation sanitaire que l'on connaît encore maintenant, qui a ralenti un petit peu les travaux. Mais pour autant, nous avons remis ce dossier en route à l'automne 2020. Et donc, depuis, nous avons pu faire pas mal de travaux, pas mal de réunions. Ainsi, nous avons travaillé avec les élus des 21 communes de la métropole, mais aussi avec leurs techniciens, bien sûr. Nous avons aussi pu rencontrer les professionnels de l'affichage. Nous avons pu échanger également avec les associations de défense de l'environnement, avec les personnes publiques associées. Et donc, au terme de ces réunions, on a pu élaborer déjà et trouver des orientations sur ce futur règlement. Ça a commencé, je comprends pas. Donc, l'idée de ces travaux, c'est bien de limiter l'impact des dispositifs publicitaires et de donner à nos entrées de ville et de métropole un cadre un peu plus harmonieux. Protéger les vues et les paysages, on a la chance, nous, sur notre territoire, d'avoir des paysages magnifiques et des vues d'un petit peu sur toutes les communes. On peut avoir des vues très jolies sur notre chaîne des Puys ou sur le Forez. Donc, essayer de protéger ces vues et paysages. Donc, cela fait écho aussi avec les travaux que l'on mène actuellement sur le plan local d'urbanisme de la métropole, qui là aussi concerne les 21 communes, puisque les paysages ont une grande part dans les travaux du PLU également. Donc, bien sûr, protéger les vues, bien évidemment, mais permettre malgré tout la visibilité des activités de nos entreprises et de notre commerce, de notre territoire. Et puis, ne pas oublier, bien sûr, aussi de communiquer sur les événements culturels et sportifs, et puis de valoriser les lieux touristiques de notre territoire, bien sûr. Donc, c'est de trouver un compromis avec tous ces enjeux-là et de pouvoir écrire un règlement qui puisse s'appliquer sur l'ensemble des 21 communes. Et puis aussi, sans oublier d'harmoniser les dispositifs, d'essayer de trouver quelque chose d'un petit peu semblable qu'on pourrait retrouver partout, plutôt que d'avoir de la disparité. Donc, voilà un petit peu où nous en sommes de nos travaux. Donc, on pensait qu'il était temps de pouvoir concerter avec vous. Donc, un site internet dédié a été ouvert depuis quelques temps et nous avons eu déjà pas mal de remontées de la part du public. C'est encourageant et ça nous permet de prendre tout cela en compte et puis ça amène des choses un petit peu différentes et ça permet d'argumenter davantage et de travailler un petit peu plus précisément notre dossier. Donc, je ne vais pas en dire tellement plus, si ce n'est laisser la parole à Marie Monnier, donc, qui travaille à la métropole sur ce dossier, et puis à Marine du cabinet Even qui nous accompagne sur ce dossier aussi, qui vont vous présenter un petit peu où nous en sommes, les orientations qui se dessinent déjà. Et puis, nous pourrons en discuter. Vous aurez des petits temps de parole pour poser vos questions, bien sûr. Voilà le premier temps des travaux. Et dans une deuxième phase de travail, il y aura d'autres réunions publiques. Ça sera plus sur le règlement en lui-même et son application,
comment il pourra être mis en place et comment il sera suivi. Mais pour l'instant, c'est un plus sur les orientations et je vais laisser sans plus attendre la parole à Marie et Marine. Merci à vous. Merci, merci Madame Mandon. Peut-être effectivement, si Marie et Marine, vous pouviez allumer vos caméras et vous présenter. Comme ça permettrait justement de voir qui sont les techniciennes derrière l'élaboration de ce règlement local de publicité intercommunale. Je présenterai ensuite le déroulé de la réunion publique de ce soir. Bonjour, donc je suis Marie Monnier, chargée de mission sur ce règlement local de publicité intercommunale à Clermont-Auvergne Métropole. Voilà, donc j'aurai peut-être l'occasion de vous revoir au cours de la réunion pour répondre à quelques questions. Merci. Bonjour, donc Marina Plagna du bureau d'études Even Conseil et qui accompagne la métropole pour l'élaboration de son RLPI. Et je vais quand même me présenter pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard. Je suis Kevin Farzami. Donc, nous sommes co-traitants d'Even Conseil et nous accompagnons Clermont-Auvergne Métropole sur le volet concertation dans le cadre de l'élaboration du présent règlement local de publicité intercommunale. Donc, je vais donc dans un premier temps un peu vous présenter l'ordre du jour de la réunion publique de ce soir, réunion publique qui, pour des raisons sanitaires, est organisée en distanciel, en espérant de nous revoir prochainement avec de bonnes conditions de distanciation sociale. Donc ce soir, déjà, dans un premier temps, on va un peu revenir sur ce qu'est un règlement local de publicité intercommunale, parce que tout le monde dans la salle virtuelle ne sait peut-être pas ce qu'est un RLPI. Ensuite, viendra la présentation des orientations. Alors, les orientations, c'est voilà, qu'est-ce que c'est exactement, c'est donc des éléments qui découlent du diagnostic. À partir des enjeux, on arrive à définir des orientations qui vont ensuite conditionner le futur règlement local de publicité intercommunale de Clermont-Auvergne Métropole. Donc l'idée, c'est que dans un premier temps, on va un peu évoquer le diagnostic et puis justement comment est-ce que les enjeux issus du diagnostic ont permis de définir des orientations. Et ensuite, on reviendra plus en détail. Marine Aplania reviendra plus en détail sur les orientations par échelle, à savoir à l'échelle transversale, à l'échelle de la métropole, ensuite des grands paysages de la métropole, des zones urbaines et des espaces du quotidien. Et enfin, il y aura également une présentation des prochaines étapes d'élaboration de ce règlement local de publicité intercommunale. Bien évidemment, cette présentation sera ponctuée un peu de séquences où vous pourrez poser des questions. Alors, ces séquences seront clairement définies pour poser des questions à l'oral. Nous vous invitons, bien sûr, si vous le voulez, à formuler vos questions tout au long de la présentation, c'est possible via le chat. Vous l'avez peut-être vu un peu dans le petit visuel qui était en entrée de réunion. Vous avez un chat et l'idée, vous pouvez formuler des questions via ce chat, des questions, des remarques, et ensuite nous y répondrons à l'oral lors des séquences de questions-réponses. Il y aura également des séquences de questions-réponses où, pour ceux qui voudraient intervenir à l'oral, pour poser une question à l'oral, ce sera possible. Il faudra cependant lever la main pour demander la parole, un peu comme dans une réunion publique en vrai. Et pour lever la main, vous avez un petit bouton dans la barre de tâches de l'application Zoom où vous pouvez demander à lever la main. Si vous en êtes d'accord, nous allons poursuivre donc la présentation et commencer avec la présentation donc de ce qu'est un règlement local de publicité intercommunale. Donc alors, derrière cet acronyme, Il y avait un maximum ou qui veut peut alors, je vais demander s'il vous plaît, voilà, aux participants venant d'arriver de bien couper leur micro. Merci. Donc, un règlement local de publicité intercommunale, c'est un document d'urbanisme qui organise des modalités d'implantation de l'affichage extérieur. Alors,
Les dispositifs publicitaires, donc il y en a plusieurs, hein. Il y a ce qu'on appelle les préenseignes. Alors, les préenseignes, ce sont toutes les inscriptions, tout support qui permet justement d'indiquer à proximité une activité économique. Typiquement, ce sont des panneaux qui indiquent la direction vers un supermarché, qui sont de temps en temps en 4 par 3 ou en plus petit format. Ça peut être également des totems à l'entrée de parcs d'activités qui indiquent un peu la direction d'un supermarché, d'un commerce ou autre. Ensuite, vous avez les enseignes. Les enseignes, elles, ce sont toutes les inscriptions, tous les dispositifs, inscriptions, formes ou images qui sont apposés sur un immeuble, sur une construction et les enseignes sont apposées sur le lieu où s'exerce l'activité. Et enfin, vous avez les publicités, donc là, toute inscription, forme ou image qui a pour objectif d'informer ou d'attirer, l'attention des publics. Donc voici un peu ce que réglemente un règlement local de publicité intercommunale. Donc il réglemente 3 types de dispositifs: les préenseignes, les enseignes et les publicités. En fonction des caractéristiques paysagères et urbaines du territoire, le tout dans un objectif de préservation du cadre de vie. Ce qui est très important dans le cadre d'un règlement de publicité intercommunale, c'est à la fois, c'est de rechercher l'équilibre à la fois avec la visibilité des activités économiques d'une part, mais d'autre part, la préservation nécessaire du paysage et des cadres de vie qui font la singularité et la qualité de vie de votre territoire. Donc, le règlement local de publicité intercommunale va réglementer le format, le mode d'implantation, la densité des dispositifs pour justement concilier à la fois cette visibilité économique d'une part, donc pour que les acteurs économiques locaux puissent justement voilà, être repérables, visibles et donc exercer de manière aisée leur activité, mais d'autre part, également préserver, les entités, la qualité paysagère, le cadre de vie, pour que justement ne se multiplie pas trop, l'ensemble des dispositifs publicitaires ou pour qu'ils ne viennent pas dégrader, le paysage ou la qualité de vie. Là sont tous les objectifs d'un règlement local de publicité intercommunale. Ensuite, donc c'est ce que j'évoquais un peu, hein, c'est 2 principes généraux, c'est la liberté d'expression et l'importance de la protection du cadre de vie et de l'intérêt général et ça, c'est quelque chose qui est conditionné par le code de l'environnement, hein. Vous avez l'article L 581-1 qui, qui le présente. Enfin, le règlement local de publicité est également encadré par un cadre réglementaire national. Alors, dès 2007, il y a eu le Grenelle de l'environnement, donc, qui a permis de modifier en profondeur le code de l'environnement. Et ce que je vous évoquais tout à l'heure, c'était une recherche d'équilibre entre liberté d'affichage, liberté entre guillemets d'expression économique ou autre, et protection du paysage. Donc ceci a abouti à justement un règlement national de publicité qui a pour objectif de maîtriser l'affichage extérieur et de prendre en compte la diversité des outils. Vous avez pu le voir peut-être depuis quelques années, se sont développés par exemple des écrans ou des enseignes numériques. Et enfin, ça permet d'aboutir à un règlement local de publicité intercommunale qui, lui, pour le coup, sera une déclinaison beaucoup plus locale, donc beaucoup plus précise et fine, et qui permettra justement de bien prendre en compte les enjeux en matière de spécificité locale et également de prise en compte du paysage, du cadre de vie, etc. Donc, les grands objectifs du règlement local de publicité intercommunale sont, d'une part, de protéger le cadre de vie, et d'autre part, d'ajuster et de préciser la réglementation nationale avec des déclinaisons locales adaptées au contexte territorial de Clermont-Auvergne Métropole, et enfin, apporter une cohérence territoriale dans justement l'application des futures règles de ce
futur règlement local de publicité intercommunale. L'idée n'est pas de faire un règlement uniforme pour tous, mais justement de bien prendre en compte les sensibilités locales, micro-locales, hein. On sait qu'il y a des enjeux patrimoniaux, paysagers à des points précis de la métropole. Et c'est pour cela que justement le règlement local de publicité intercommunale va agir tout en prenant en compte vraiment cette dimension intercommunale et une lecture facilitée à l'échelle de Clermont-Auvergne Métropole. Donc pour cela, il y a 3 grandes phases pour élaborer un règlement local de publicité intercommunale. Dans un premier temps, il y a ce que l'on appelle un diagnostic publicitaire et territorial. L'idée, c'est un peu d'identifier un peu voilà, l'état actuel de la place de la publicité au sein du territoire de Clermont-Auvergne Métropole. Ça permet notamment d'identifier les dispositifs publicitaires qui sont conformes ou qui ne sont pas conformes. Ça permet d'avoir une photographie à un instant pour voilà, voir ce qui va pas, les enjeux, déjà pré-identifier des enjeux. Ensuite, il y a l'élaboration des orientations. Donc, une fois qu'un diagnostic a été établi et une fois que l'on a identifié des enjeux, ceci va permettre d'établir des orientations, c'est-à-dire des grandes lignes qui vont pouvoir ensuite conditionner le règlement et qui, lui, sera vraiment la pièce opposable pour le coup, qui, une fois qu'il sera approuvé, sera vraiment le principal document auquel il faudra se conformer et qui remplacera par la suite les règlements locaux de publicité communaux s'il y en a. Enfin, le règlement local de publicité intercommunale de Clermont-Auvergne Métropole est soumis à concertation préalable. C'est pourquoi il y a un certain nombre de dispositifs d'information et d'échange, de participation qui sont mis en place afin que vous puissiez vous exprimer dans le cadre de l'élaboration de ce RLPI. Déjà, il y a une page internet dédiée à la démarche RLPI, donc sur le site de Clermont-Auvergne Métropole. Il y a également des articles d'information et présentant l'avancement de la démarche de concertation qui sont justement bien diffusés, donc permettent de bien justement informer de l'avancement, du bon avancement de la concertation et des études. Ensuite, des possibilités également d'envoyer des courriers. Une page dédiée pour la concertation sur le site, sur un site dédié. Donc vous avez l'adresse ici, des registres papier dans l'ensemble des communes du territoire, des réunions publiques comme celle de ce soir, mais également des ateliers de co-construction avec des publics spécialisés, acteurs associatifs, acteurs professionnels, etc. Et enfin, juste très rapidement pour vous présenter les grandes étapes. Donc, nous sommes courant 2021. Hein, nous sommes à la fois à une phase où on se tuile entre les orientations et l'écriture du zonage et du règlement. Donc, viendra ensuite la phase administrative, puis l'enquête publique et enfin une approbation du RLPI qui est prévue pour le courant 2022. Je vais sans plus attendre laisser la parole à Marine Aplania. J'étais un peu bavard. Je vais lui laisser la parole pour qu'elle vous présente un peu le diagnostic et comment est-ce que l'on est passé du diagnostic aux orientations. Marine, à toi la parole. Alors, le diagnostic qui a été effectué il y a à peu près 1 an maintenant a eu pour objectif de recenser de manière quasi exhaustive l'ensemble des dispositifs sur le territoire de la métropole. Alors, le recensement géolocalisé que vous pouvez voir sur l'écran, c'est un recensement uniquement des publicités et des préenseignes. Pour tout ce qui concerne les enseignes, il n'y a pas de recensement exhaustif qui a été réalisé parce que c'est beaucoup trop lourd comme tâche, mais c'est plus toute une approche sensible qui vous avait été présentée lors de la dernière réunion publique. Donc, il y a environ 1500 dispositifs qui ont été recensés, dont 26 publicités numériques. Et les constats principaux à faire sont que les petits formats de dispositifs, donc quand je dis petit format, c'est-à-dire qu'on a moins de 3 mètres carrés, sont plutôt localisés en centre-ville, là où les plus grands formats se localisent principalement le long des grands axes et au sein des zones d'activité économique et commerciale.
plusieurs constats qui ont été faits. Premier constat est quelle est la lisibilité dans les zones d'activité économique et commerciale au regard du fait qu'il y a un grand nombre de dispositifs, aussi bien de publicité que d'enseignes, qui s'intersectent finalement au sein d'une même zone. En termes de patrimoine, donc on a dit en introduction que le patrimoine métropolitain était assez riche. Ce qu'on a pu faire comme constat, c'est que parfois il était masqué dans certaines zones par un grand nombre de dispositifs, soit sur des éléments de patrimoine ou en tout cas dans une forte proximité. En termes de publicité numérique, donc on vous a dit 26 dispositifs, c'est toutefois un chiffre en tout cas qui semble être en hausse par rapport aux pratiques antérieures du territoire. Et dernier constat, pas des moindres, c'est qu'on a souvent des entrées de ville. Alors, c'est soit les entrées de ville de la métropole ou les entrées de ville de chacune des communes qui sont impactées par des grands formats de publicité. Quand je dis grands formats de publicité, c'est des formats de plus de 10 mètres carrés et qui viennent souvent se succéder de manière très dense au sein des entrées de ville. Finalement, quels ont été les enjeux issus de ce diagnostic? Pareil, on vous l'avait présenté lors de la dernière réunion publique, mais pour faire un petit peu le lien, je vous le représente. Il y a 4 portions de territoire qui ont été, qui seront traitées en fait différemment parce que supportant des enjeux différents. Donc, tout d'abord, on a identifié les reliefs de l'Ouest, donc qui sont principalement le périmètre du parc naturel régional, le secteur UNESCO également de la faille de Limagne, et puis les communes en fait qui s'insèrent autour de ces grands espaces naturels et paysagers. Là, on est vraiment sur des enjeux touristiques et d'image de marque du territoire, et avec un besoin d'accompagnement de l'ensemble des activités, de la visibilité des activités qui sont liées au tourisme. Ensuite, on a une seconde zone donc qui est représentée par le cœur urbain. Dans le cœur urbain, vous avez vu avec la slide précédente, c'est qu'on est vraiment dans une zone où on concentre tous les types de dispositifs. Donc, on est plutôt sur des objectifs de maîtrise et également de prise en compte du patrimoine bâti. La zone suivante donc, concerne la dorsale économique. Donc, c'est vraiment une caractéristique métropolitaine, c'est qu'on a beaucoup et quasiment toutes les zones d'activité économique et commerciale, ou en tout cas celles d'envergure, qui se localisent dans ce périmètre-là. Et donc là, on est vraiment sur un besoin de dédensifier, d'avoir moins de dispositifs, d'améliorer aussi l'image des entrées de ville, parce qu'on est en fait dans un secteur qui est très, très passant en termes d'axes majeurs. Vous avez l'autoroute et plusieurs départementales structurantes qui s'insèrent dans ce secteur-là. Et le dernier secteur, c'est celui qu'on a appelé le croissant Est, donc qui est plutôt le secteur côté allié. Et on a un vrai objectif de valorisation des cônes de vue, parce que vous êtes dans un espace qui, en termes de paysage, est très dégagé vers la chaîne des Puys. On est plutôt dans un espace à dominante agricole. Et puis la préservation aussi des abords de l'Allier, qui est un espace de loisirs et de paysage qui est moins connu en général sur le territoire métropolitain que celui de la chaîne des Puys, mais qui pourtant est aussi important. Je rappelle juste que ces 4 espaces-là ne préfigurent en rien d'un zonage et d'un règlement spécifique. C'est vraiment la manière qu'on a eue d'aborder le territoire comme ça, avec 4 parties différentes. Donc, je vais maintenant vous présenter le projet politique des élus de la métropole concernant la réglementation de la publicité extérieure, donc des publicités, des préenseignes et des enseignes. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on appelle par le mot orientation? Alors, pour ceux qui peuvent suivre des procédures d'urbanisme, telles que des plans locaux d'urbanisme, les orientations, c'est comme le PADD, c'est vraiment le projet politique des élus du territoire. Donc, c'est un projet qui est stratégique, qui doit définir des ambitions et des objectifs qui seront déclinés à travers un dispositif réglementaire qu'on vous présentera la prochaine fois qu'on se retrouve en réunion publique. Et je précise bien que c'est un projet qui est commun pour les 21 communes de la métropole. Donc, c'est tous les élus qui s'entendent ensemble pour aboutir à des ambitions communes. Les orientations, donc au même titre que les grands éléments un peu de diagnostic que je vous ai présentés, elles ont été établies par échelle. Donc, il y a 4 échelles qui ont été mobilisées. C'est vraiment parce que, selon les secteurs concernés, il y a des enjeux différents et donc des besoins d'ambition politique et ensuite de traduction réglementaire différents.
Donc, tout d'abord, on avait un axe qu'on appelait l'échelle transversale, qui a vraiment pour objectif de donner des lignes de conduite en faveur de la qualité des dispositifs et plus globalement de la qualité du parc d'affichage extérieur. Ensuite, la seconde échelle qui sera abordée, c'est celle des grands paysages de la métropole. On sait que c'est vraiment particulier sur le territoire métropolitain et donc une ambition politique particulière est affichée. Ensuite, vous allez avoir l'échelle des zones urbaines et des grandes infrastructures de transport. Donc, dans ces zones urbaines, on intègre tous les espaces de vie, mais également les axes routiers structurants, qui sont vraiment des enjeux de visibilité pour la métropole, les lignes de transport en commun, ainsi que les zones d'activité. Et enfin, l'échelle qu'on a appelée des espaces du quotidien, qui sont vraiment des espaces beaucoup plus petits, en tout cas en termes de surface, où on a donc des zones d'habitat, des zones de nature en ville, des cœurs de bourg et puis l'ensemble des espaces patrimoniaux. Vous inquiétez pas, il va y avoir vraiment des espaces d'expression à chaque grand thème. Là, je crois que juste après, il y a une slide pour que vous puissiez vous exprimer. On a essayé d'intégrer comme ça très régulièrement des espaces de discussion. Donc, je vous présente juste l'objectif de cet axe des orientations relatif au grand paysage de la métropole. C'est vraiment un enjeu d'identité pour la métropole et donc un enjeu de préservation, mais également de valorisation des activités économiques et notamment très orientées sur le tourisme qui peuvent siéger dans ces secteurs. Donc, on vous a mis un panel photo qui vous représente un petit peu des situations territoriales. Je vous laisse la parole et ensuite je vous présente les orientations qu'ont choisies les élus concernant ce profil de territoire. Alors, merci Marine. Déjà, je vois qu'un certain nombre de questions ont été formulées via le chat. Donc, je les ai un peu triées par thématique. Je me suis permis de les trier par thématique, puisque certaines se rejoignent. Donc, première chose déjà, avant de rentrer dans le plein de la réglementation des dispositifs, c'est premier thème, c'est la prise en compte des enjeux environnementaux. Une remarque formulée via le chat qui disait qu'un point essentiel était qu'au-delà des enjeux relatifs au paysage et au cadre de vie, faire abstraction dans le cadre d'une telle réflexion, dans le cadre du RLPI, des enjeux environnementaux cruciaux d'aujourd'hui serait irresponsable. Donc ça, c'est plutôt une remarque, mais aussi autre question peut-être des enjeux environnementaux et notamment. Ouais, non, Alors, si vous pouvez, s'il vous plaît, couper le micro. J'entends un micro qui est ouvert. Merci. Et ensuite, il y avait une question qui portait notamment sur les publicités et notamment les dispositifs publicitaires et leur luminosité la nuit. Et donc, ça pose la question de la pollution lumineuse. Et se pose également cette question de la pollution lumineuse, quid de l'énergie utilisée et de l'utilité de la lumière pour la faune nocturne. Donc, il y avait également une autre question qui demandait est-ce que ça consomme beaucoup un panneau lumineux numérique. Voilà, donc déjà un peu sur la prise en compte des enjeux environnementaux et notamment de la luminosité des dispositifs, de la pollution lumineuse générée par les dispositifs publicitaires. Est-ce que Marine et Marie, est-ce que vous avez peut-être des éléments de réponse à apporter à nos participants? Alors, si vous permettez, je vais apporter une première réponse et je laisserai Marie et Marine compléter. Alors, évidemment, bien sûr que nous avons pris en compte ce volet-là dans la réflexion. Aujourd'hui, nous en sommes à la réflexion, comme sur l'éclairage public, de demander une extinction en milieu de nuit, de voir agrandir les plages d'extinction de tous ces dispositifs lumineux, aussi bien sur l'affichage que sur les enseignes. Parce qu'évidemment, réduire les consommations d'énergie, mais aussi la préservation de la faune, bien évidemment, doit être prise en compte. Et ça, c'est bien dans les discussions, ça a bien été intégré.
Ensuite, la question du numérique qui vient juste derrière. Et j'ai vu une personne qui s'est exprimée en demandant d'enlever les 26 panneaux qui avaient déjà été implantés sur le territoire. Donc, effectivement, c'est la discussion aujourd'hui entre les 21 communes. Alors, on réfléchit non pas au terme de… Ce n'est pas juste pour Clermont-Ferrand, ce règlement, c'est bien sur l'ensemble des 21 communes et la réflexion est bien là-dessus. Et donc, effectivement, elle n'est pas complètement tranchée. Bien sûr qu'on va la faire diminuer. La question était de savoir si c'était une diminution ou plus radicalement une suppression. On n'était pas arrivé à un consensus complet, mais on y travaille encore et on a vraiment cette discussion que de peut-être permettre le numérique sur l'affichage dans les communes pour l'information des administrés, mais de le supprimer sur l'affichage publicitaire. Voilà où nous en sommes de nos réflexions, mais peut-être que Marine ou Marie peuvent apporter des précisions. Alors, je n'ai pas de précision particulière à apporter sur vos éléments, Madame Mandon. Je peux peut-être juste répondre. Je vois qu'il y a beaucoup de questions relatives au fait que sur l'image que vous voyez à l'écran, il y a des dispositifs qui sont aujourd'hui en infraction. Alors oui, en effet, c'est évidemment le cas. L'idée vraiment de ces pages de photographie, c'est pour vous montrer ce qu'il y a actuellement et ensuite ce que souhaitent les élus, qui sera bien évidemment traduit en termes de projets réglementaires. Donc, ce qu'on vous montre ne sont pas que des situations idéales et souhaitées. Et les abribus, pareil, sont bien intégrés dans la réglementation de la publicité. Il y avait aussi une question, si je puis me permettre, sur l'affichage associatif. Donc, il n'est pas couvert par le règlement RLPI, mais nous le prendrons bien évidemment en compte sur l'harmonisation du matériel qui peut être utilisé pour cet affichage spécifique. Alors ensuite, vous aviez déjà un peu répondu à certaines questions, hein, donc, portant notamment voilà, sur la réglementation des dispositifs, mais force est de constater déjà que dans le chat, un certain nombre de questions portaient sur ça. Donc, il était donc question effectivement des panneaux de libre expression pour les associations. Il était également question un peu de questions et de remarques même plutôt sur les panneaux numériques. Hein. On a eu plusieurs remarques allant dans le sens que une opposition aux panneaux numériques, car pour certains considérés comme dangereux, pour un autre participant, la publicité numérique est déjà interdite sans dérogation possible par le Code de l'environnement. Voilà, donc, et enfin, et ça j'y reviendrai aussi un peu plus loin, je fais un peu un groupement de questions hein, autour des dispositifs, de la réglementation des dispositifs, c'est qu'il y a également, est-ce que les arrêts de bus, donc étant du mobilier urbain, sont-ils inclus dans le cadre de la réglementation RLPI? Donc, première partie vraiment sur toute la publicité numérique et un peu dans quelle direction va Clermont-Vernier Métropole dans le cadre des orientations. Ça, on va peut-être le préciser un peu plus tard dans le cadre de la présentation. Et ensuite, voilà, quels sont les dispositifs pris en compte. Donc, est-ce que les arrêts de bus sont-ils inclus? Et enfin, une autre question également qui vient d'être posée par Reverso. A-t-on prévu une distinction dans le cadre du RLPI, donc du futur règlement, sur les supports dans l'espace public et ceux dans l'espace privé? Alors, sur les différents sujets qui ont été abordés, les dispositifs lumineux, donc simplement allumés, ou les dispositifs numériques sont bien encadrés dans le cadre du RLPI. On a également rencontré, comme on vous l'a dit en introduction, les associations, avec notamment des associations très investies sur la préservation de la trame noire. Donc, la trame noire, ça veut dire des zones qui sont sans pollution lumineuse. Donc, ça fait évidemment partie des paramètres que peut réglementer le RLPI et qui seront intégrés dans les choix faits. En attendant, aujourd'hui, vous voyez qu'on est vraiment qu'au stade des orientations. Il n'y a pas de réponse réglementaire qui est formulée.
Les publicités sur les abribus sont bien encadrées par le RLPI. Concernant la distinction entre l'espace public et l'espace privé, le RLPI y réglemente tout dispositif à partir du moment où il est visible depuis une voie publique. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas de distinction entre espace privé et espace public. Tous les dispositifs sont réglementés. Et peut-être, il y a une question sur les associations qui ont été rencontrées. Alors, je pourrais vous faire une liste, mais je ne serais pas certaine d'être exhaustive. Je sais qu'il y a France Nature Environnement, il y a la FRAPNA, il y a également Paysages de France. Et ensuite, il y a des associations, je m'excuse, dont je ne connais pas exactement le nom, mais qui sont plus des associations locales. Et je pense qu'ils auront l'occasion de s'exprimer à travers cette présentation. Alors, merci Marine pour tes éléments de réponse. Je vois qu'il y a des questions qui se posent via le chat et je vois également des mains qui sont levées. On va peut-être reprendre les mains levées. Donc, alors, nous avons déjà Jeanne qui demande la parole. Donc, Jeanne, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vais essayer de mettre ma caméra. Vous m'entendez? Alors, on vous entend très bien, Jeanne. Après, c'est mieux si on vous voit. Ouais. Mais si votre caméra ne fonctionne pas, c'est pas grave. Je pense que là, est-ce que vous me voyez? Ça va? Ça fonctionne? Oui, on vous voit. Parfait. Du coup, je voulais m'exprimer en premier lieu sur un point qui, je crois, n'a pas encore été trop abordé dans les questions. Il y avait donc les questions de l'environnement, évidemment, qui étaient extrêmement importantes, mais aussi les questions de démocratie, c'est-à-dire que là, moi, j'aimerais bien comprendre, et je pense que pour plusieurs personnes, c'est le cas, quel est l'intérêt de votre démarche de concertation à présent? Est-ce que les choses qu'on va dire qui ont été exprimées depuis le début sur le chat vont être prises en compte? Ou est-ce que simplement, par la suite, on fera fi un petit peu de ce que les citoyens et les citoyennes auront dit et exprimé ce soir? Et voilà, ça, c'était ma première question. Et la seconde, c'était, oui, savoir un peu plus ce que vous entendez par association. Donc, vous avez répondu partiellement. Mais j'ai l'impression qu'au niveau des associations locales, jusqu'à maintenant, on a été assez peu pris en compte dans la concertation. On n'a jamais été vous rencontrer, d'ailleurs. Donc, je ne sais pas quelles associations locales vous avez rencontrées. Mais en tout cas, celles à ma connaissance n'ont pas eu cette possibilité. Et du coup, je voulais aussi rappeler qu'en 2019, c'est quand même le conseil municipal de Clermont-Ferrand qui a signé un état d'urgence climatique dans lequel il était bien écrit que la publicité devait être complètement stoppée puisque ça faisait partie des grands points phares pour les questions ambientales qui ont été relevées à plusieurs reprises par des citoyens et des citoyennes ce soir. Donc voilà, j'aimerais savoir comment vous vous positionnez par rapport à ça, étant donné qu'il y a d'un côté donc, une des grosses parties de la métropole, c'est-à-dire Clermont-Ferrand, qui a signé un état d'urgence climatique où normalement il s'engageait à stopper la publicité. Voilà, comment est-ce que du coup le RLPI fait rentrer, est-ce que le RLPI considère cet état d'urgence climatique ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout pris en compte? Voilà, je vous remercie. Pour première question, Jeanne, s'il vous plaît, vous représentez quelle association? Alors ce soir, pas d'association en particulier, je viens plutôt comme citoyenne, mais je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a quand même un collectif qui s'appelle Stop Pub Clermont qui est en train de voir les jours en ce moment. Il y a déjà plusieurs actions qui avaient été faites au cours des années précédentes, des 2 dernières années, on va dire, à Clermont-Ferrand, donc plutôt des associations qui œuvrent pour des questions climatiques, on va dire. D'accord. Donc là, je ne sais pas, Marie, peut-être à la liste des associations qui avaient participé aux réunions. Ça, moi, je ne l'ai pas, la liste exhaustive. Peut-être que Marie saura vous répondre. Alors, vous répondre peut-être sur la question de démocratie. Donc, il ne s'agit pas de faire une réunion pour simplement se faire plaisir. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons des orientations, mais ce ne sont que des orientations. Il n'y a rien de défini et d'arrêté puisque le règlement définitif sera validé en début 2020. Donc, aujourd'hui, c'est bien l'idée d'écouter justement, de vous écouter, tous vous qui êtes là. Et puis peut-être sur des hésitations que les élus pourraient avoir aujourd'hui, manquer de certitude sur certains points, eh bien, de pouvoir se conforter dans nos orientations justement à travers votre parole et soit ce soir à la réunion publique, soit sur les messages qui ont pu être laissés sur le site internet. Donc bien évidemment, la concertation, elle a ce rôle-là que de venir apporter de l'eau au moulin et apporter à la réflexion.
Après, vous parlez de ce qu'a voté Clermont. Alors, encore une fois, là, on est dans le cadre de la métropole et des 21 communes. Donc, c'est Clermont qui a voté, c'est pas la métropole. Donc, nous, on est bien dans cette discussion-là. Et je relis ce que j'ai dit tout à l'heure. Arrêt du numérique sur la publicité et pas forcément sur les dispositifs des communes qui restent de la liberté commune d'utiliser ce genre d'outils pour communiquer auprès de ses administrés. Merci. Je me permets de rajouter juste quelque chose également dans le cadre concernant la démarche de concertation. Dans le cadre du Code de l'environnement, il est bien prévu que dans le cadre d'une concertation, celle-ci se doit d'être achevée, entre guillemets, avec un bilan. Et ce bilan de la concertation, dans ce bilan de la concertation est inclus également les comptes rendus des réunions publiques, les remarques inscrites au registre. Et pour ces remarques formulées, questions formulées dans le cadre des réunions publiques ou dans le cadre du registre, des réponses sont apportées au sein du bilan de la concertation. Donc oui, c'est intégré, bien évidemment, votre parole est intégrée, vos questions sont intégrées et l'idée, c'est d'y apporter des réponses. Je me permets peut-être d'intervenir concernant la question de la publicité sur le mobilier urbain. On a vraiment une thématique spécifique pour en parler, donc peut-être qu'on détaillera un peu plus les points sur le mobilier urbain dans cette partie de la présentation. Par ailleurs, juste avant de continuer aussi, il y avait donc un certain nombre de questions qui ont été posées. Vous êtes très nombreux à formuler des questions. Donc, il y a justement, est-ce que l'on peut réguler la publicité, le contenu d'une publicité, notamment les publicités pour la promotion de véhicules, d'alcool, de produits qui ne sont pas indispensables. Est-ce que ça, pour le coup, on peut le réglementer ou pas? Voilà, ça c'est une autre question qui a été formulée. Il y a des mains levées aussi. Il y a deux mains Et levées. justement, et je vais en profiter également, voilà, pour... Vous avez coupé votre micro, Kivan. Pardon, excusez-moi. J'ai Patrick des Paysages de France qui a levé sa main. Donc, Patrick, est-ce que l'on peut vous voir? Est-ce que l'on peut vous entendre? Bonsoir, Bonsoir. ici Patrick. Merci de nous recevoir à vous tous. Merci à tous les participants. Ça fait vraiment plaisir d'avoir 48 participants et la ville. Et on retrouve Madame Mandon et toute son équipe. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Nous vous écoutons pour votre question. Alors, une nouvelle arrivante dans le monde de la publicité, et ça, je voudrais vraiment mettre un point sur ça. Eh bien, regardez, on l'avait évoqué dernièrement dans cette réunion. Les dernières arrivées, donc, c'est les panneaux numériques derrière les vitrines des magasins. Et je peux vous dire, à Clermont-Ferrand, c'est plus que le printemps pour ces panneaux numériques. Vous voyez, je voudrais vraiment aujourd'hui qu'on en parle et que j'aimerais avoir l'engagement de la ville, de savoir comment ils ont réfléchi par rapport à ces panneaux derrière les vitrines des pharmacies, des magasins d'habits et j'en passe des meilleurs. Est-ce que vous voyez à quoi je fais référence? Oui, Marine, je pense que vous pouvez répondre à ça. Il y a une réglementation particulière. Pardon, je n'avais pas mon micro activé. Ça me permet également de rebondir cette question sur tous les participants qui se questionnent sur le contenu de la publicité. Le contenu de la publicité est un paramètre qui ne peut pas être réglementé par le RLPI. Absolument pas. En fait, ce n'est pas dans le champ de compétences du Code de l'environnement. Donc, on ne peut pas interférer avec ces messages-là. Par contre, ce à quoi va travailler le RLPI, c'est à travailler à la localisation. Alors, pas la localisation à la parcelle prête, mais à la localisation au sein d'une zone de publicité. Et c'est en influençant ces zones de publicité que le RLPI en fait, peut interdire de l'affichage tout court en fait, à proximité de certains secteurs et en autoriser dans des mesures, en mesurant en fait, le type d'affichage qui peut être présent dans d'autres secteurs. Donc,
concernant le contenu du message, on ne peut rien faire dans le RLPI, mais par contre, on peut influencer sur la localisation des dispositifs. Et l'intervention qui a été faite sur les panneaux numériques qui sont à l'intérieur des vitrines, et bien ça, c'est pareil. Le RLPI réglemente ce qu'on appelle la publicité extérieure. Tout ce qui est à l'intérieur d'un commerce, à l'intérieur d'une vitrine, ne peut pas être pris en compte par le RLPI. Alors, je pense que vous êtes au courant des débats en ce moment qui ont lieu sur le projet de loi climat et résilience, qui propose de doter le RLPI de ce type de compétences, de pouvoir réglementer en fait tout l'affichage finalement qui est visible depuis une voie publique, qu'il soit à l'extérieur d'un local ou à l'intérieur d'un local. Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est réglementairement possible de faire. Ça interviendra peut-être dans le courant en fait, de cette procédure de RLPI, auquel cas le RLPI se conformera en fait, à ces nouvelles possibilités. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, mais c'est vraiment un sujet qui fait l'objet de vives discussions actuellement. Si mes souvenirs sont bons, également, j'avais entendu parler d'une jurisprudence qui avait eu concernant une affaire avec une grande enseigne de vêtements. Oui, exactement. Alors, elle est très connue, elle s'appelle la jurisprudence Zara. Et effectivement, il y en a eu très régulièrement des jurisprudences où, en fait, effectivement, certains RLPI sont, entre guillemets, attaqués parce qu'ils ne réglementent pas l'intérieur des locaux. Mais voilà, à chaque fois, pour l'instant, le RLPI n'est pas doté de cette compétence. Merci Marine pour tes précisions. Je vais prendre la dernière main levée et ensuite on va peut-être prendre les autres questions du chat dans un second temps. On va peut-être continuer la présentation parce que l'heure tourne. Je vois que vous avez beaucoup de questions. Oui, mais je vais prendre Bernard, donc qui a levé la main. Bonsoir Bernard. Oui, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis adjoint à la mairie de Landes. Et dans le cadre de la concertation, je souhaitais savoir un petit peu quel pouvait être le timing, les moyens de mise en œuvre, la participation de la métropole, les supports, pour effectivement présenter tout ça à la population. J'étais assez clair. Oui. Donc, c'est pour pouvoir discuter au sein de votre conseil municipal. Vous avez besoin d'éléments complémentaires, c'est ça, Monsieur Besson? C'était ça votre question? Oui. D'accord. Donc, je pense que vous avez… C'est pas la population, hein, donc les réunions publiques. D'accord. Et je pense que vous avez un élu qui est présent aux réunions RLPI, je pense, qui représente votre commune. C'est moi-même. Ah, c'est vous-même. Donc, vous avez suivi les réunions. Les supports, je pense qu'on a dû vous les faire passer, mais si ce n'est pas le cas, on peut le faire. Et est-ce que vous souhaitez organiser une réunion publique sur votre territoire et qu'il y ait une participation de la métropole? Par exemple, oui, c'est une question, c'est possible. On peut avoir votre assistance, votre aide. Oui, bien sûr, okay, bien sûr, sans problème. Très bien. Et au niveau timing, ça se situe comment? Eh bien là, donc les discussions dans les conseils municipaux ont commencé. Hein, certaines communes ont mis au débat déjà dans leur séance de conseils municipaux. C'est en ce moment. Pour nous, oui, tout à fait. Pour nous, c'était hier au conseil municipal. Le processus a été annoncé et est passé en information hier au conseil municipal. Donc, c'est par rapport à la population. Hein. Ma question, c'était par rapport à la population. D'accord, mais si vous voulez organiser une réunion publique, on peut vous accompagner. Pour compléter, Marie Monnier, qui est en métropole. Il y aura donc effectivement d'autres réunions. Marine, nous vous entendons pas très bien. Oui, il y a des micros qui sont coupés, oui. Il y aura donc d'autres réunions publiques qui seront organisées. On a aussi un site internet participatif sur lequel tout le monde peut se connecter, donner son avis, une idée, voilà. Donc, on prend en compte et on relève régulièrement. Également, on actualise avec des données sur l'avancement du règlement local de publicité. Il y a également des registres dans les communes. D'accord. Merci beaucoup. Donc, peut-être réagir sur deux messages du chat. Oui. Il y avait une question sur le mobilier urbain. Donc, le mobilier urbain, c'est à part.
Ce n'est pas dans le RLPI, hein, donc c'est à charge des communes. Parler du contrat de renouvellement pour les abribus, eh bien, effectivement, c'est en cours de renouvellement. Mais encore une fois, ça ne rentre pas dans le même… c'est pas la même chose, hein, c'est aux charges des communes. Et puis, il y avait une question sur les recettes pour les communes et la personne disait peut-on s'en passer? Alors, pour certaines communes, effectivement, la taxe sur les publicités rapporte beaucoup. C'est une part importante des budgets pour certaines communes, d'autres beaucoup moins, hein, mais pour certaines, c'est important. Et justement, actuellement, on est en train de faire des simulations pour voir l'impact justement sur les recettes des communes. Donc, je pense que certaines communes vont souffrir un peu effectivement de cette réduction des publicités sur notre territoire. Alors, je précise juste, Madame Mandon, pour compléter ce que vous avez dit. En effet, le mobilier urbain, le contrat, en fait, n'est pas porté par le RLPI. Par contre, le mobilier urbain est réglementé par le RLPI, à savoir la publicité sur les abribus, notamment, et la publicité sur les sucettes, ou alors on les appelle aussi les planimètres. Ça dépend de vos pratiques là-dessus, mais ça, ce sont vraiment des dispositifs encadrés par le règlement local de publicité. Et pour tout ce qui est relatif peut-être à la taxe, donc la fameuse TLPE, la taxe locale sur la publicité extérieure, ce n'est pareil, pas réglementé par le RLPI. En effet, ça traite exactement des mêmes dispositifs que ceux qui sont encadrés dans le RLPI, mais il n'y a pas d'interaction entre ces deux procédures. Je vois qu'il y a une remarque sur la publicité dans la ville. Donc là, le règlement, mais ça va venir un petit peu plus tard dans la présentation, je pense, hein, sur la réglementation au cœur des cités. Et puis sur les dispositifs qu'on peut avoir, tels que les sucettes ou les panneaux d'information dans les communes, ils ne sont pas forcément utilisés pour de la publicité, mais surtout pour de l'information ou pour faire la promotion de spectacles, d'activités culturelles et sportives. Enfin, pour ma part, en tout cas, ce que je vois dans ma commune, c'est ça l'utilité du mobilier urbain. Très bien. Alors, donc peut-être qu'on peut avancer, Kivan, on va peut-être, oui, poursuivre justement sur la présentation, hein, puisqu'il leur tourne, il est déjà 19h. Concernant alors les grands paysages, donc les grandes séquences territoriales, donc Marine, est-ce que tu peux les présenter, s'il te plaît? Oui. Alors, l'idée, c'est vous avez vu vous exprimer sur, pour vous, tous les objectifs, en tout cas, que vous cibliez de préservation des grands paysages de la métropole. Et bien, finalement, les élus se sont aussi positionnés sur ces sujets-là. Donc, la première ambition politique qui est affichée dans le RLPI, c'est d'affirmer l'image d'un territoire de nature en mettant en œuvre des mesures de protection sur tous les espaces naturels qui ceinturent le territoire métropolitain. Donc, vous vous souvenez, avec les cartes qu'on a vues avant, tous les espaces qui étaient représentés en vert et qui, à Clermont, c'est vraiment, enfin, sur la métropole, pardon, c'est vraiment spécifique d'avoir une couronne comme ça d'espaces soit naturels ou soit agricoles qui ceinturent les espaces urbains. Ça fait partie des lieux dans lesquels les élus souhaitent vraiment plutôt affirmer l'image d'un territoire de nature et donc arrêter les pratiques publicitaires qui peuvent parfois avoir lieu. Bien sûr, tout en permettant la visibilité des activités de proximité. Ça va notamment concerner le territoire du parc naturel régional, alors qui est évidemment un territoire de grande nature et de grands paysages, mais qui toutefois est aussi un territoire support de nombreuses activités touristiques, liées à la restauration, à des campings, à des hôtels, etc. Et donc, le territoire en fait, s'engage à aussi proposer des conditions d'affichage qui soient cohérentes avec les paysages dans ces secteurs. Ensuite, les élus se sont aussi positionnés en faveur de la préservation des vues en fait, vers les sites emblématiques du territoire. Vous savez que quand on arrive sur le territoire, notamment par l'Est, dans toute cette partie où on a des espaces qui sont plutôt agricoles, on a des vues très, très dégagées sur aussi bien le centre de Clermont, puisqu'on voit la cathédrale, mais également la chaîne des Puys. Donc ça, c'est vraiment une image phare qu'on a du territoire métropolitain.
aussi également à proximité d'autres communes, on a comme ça des vues plus ponctuelles sur, je ne sais pas moi, des petits puits ou d'autres espaces naturels. Donc, les élus du territoire s'engagent à préserver tous ces cônes de vue qu'on peut avoir, et donc ça se traduira par des zonages spécifiques qui interdisent la publicité dans certains secteurs. Et enfin, pour répondre à toutes les ambitions climatiques que vous avez pu exprimer, le projet politique des élus est également de conforter l'engagement dans la préservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique en prenant des positions qui sont assez claires sur les dispositifs numériques et également sur toutes les questions des dispositifs lumineux pour préserver les espaces de trame noire, comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure. Ensuite, l'autre échelle de territoire qui est encadrée, qui est travaillée spécifiquement dans l'RLPI, vous avez encore une fois après une slide spécifique, est relative aux espaces urbains, à toutes les zones urbaines et les infrastructures de transport. Donc, c'est ce que vous voyez en bleu sur la carte à l'écran. Ce que je vous disais tout à l'heure dans le diagnostic, c'est qu'on est vraiment dans des secteurs où il y a beaucoup d'affichage, donc il s'agit d'avoir moins d'affichage, donc de dédensifier et d'encadrer les pratiques. On sait qu'on est dans des secteurs où il y a un besoin d'affichage qui est plus important par rapport à d'autres portions de territoire. Dans ce cas-là, il s'agit d'encadrer en réglementant les types de dispositifs qu'on a le droit d'apposer et en réglementant notamment, et pour la plupart du temps, les formats des dispositifs. Donc, je vous laisse vous exprimer sur ce sujet plus qui est relatif aux espaces urbains, aux axes et aux zones d'activité. Voilà, donc on va peut-être, laisser la parole. Donc, ceux qui le veulent peuvent prendre la parole. Hein. Je ne vois pour le moment pas de main levée. Donc, ça me permet un peu de revenir un peu sur les questions qui ont été formulées entre le début de la présentation de cette séquence, qui a eu pas mal de débats entre participants, sur justement la place de la publicité et également sur le fait que la publicité peut représenter une nuisance pour certains. Et ça ressort quand même pas mal dans les commentaires. Ensuite, Jeanne demande quels sont concrètement les engagements de Clermont-Auvergne Métropole concernant les orientations, si je comprends bien. Bien, c'est ce qui est décliné dans cette présentation aujourd'hui. C'est effectivement, l'engagement n'est pas de supprimer la totalité de la publicité. Je le dis bien franchement, même si je pense que ce n'est pas ce que vous aviez envie d'entendre, mais bien de la réglementer, de diminuer le nombre de dispositifs, d'encadrer la qualité de ces dispositifs, de limiter les enseignes qui peuvent être polluantes, de limiter de supprimer les dispositifs numériques de publicité et de faire éteindre en milieu de nuit tous les dispositifs lumineux. On en est là aujourd'hui de nos discussions et de nos réflexions, mais pas de supprimer complètement la publicité, effectivement. Et on parle bien évidemment aussi de publicité, puis il y a aussi, comme le disait Marine, il y a mettre en avant aussi les commerces locaux, les commerces de proximité, y compris sur des zones plus rurales. Et puis, effectivement, la promotion aussi des activités culturelles, touristiques qu'il faut continuer à promouvoir. D'accord, donc très bien. Je vois qu'il y a eu également pas mal de remarques. Alors, il y a pas mal de remarques via la barre de chat. Donc, je vais voir si justement Jeanne qui entre guillemets vous répond en vous posant une autre question. Est-ce que vous pensez que cela soit suffisant? Est-ce que vous pensez que ces engagements soient suffisants? Effectivement, je pense que c'est une étape. Je trouve qu'on parle de loin.
Quand on regarde autour de nous, je pense qu'il y a beaucoup à faire et c'est une première étape aujourd'hui. Déjà, si on arrive à faire appliquer ce nouveau règlement, je pense que nous aurons déjà bien réussi, même si ce n'est pas suffisant. Et effectivement, le travail devra continuer, on ne devra pas s'en arrêter là. Et je pense que nous allons faire étape par étape. Peut-être que effectivement, on devrait être plus drastique. Ce n'est pas l'orientation que nous avons choisie aujourd'hui. Mais je pense que c'est un grand pas en avant que de mettre en place ce règlement et de le faire appliquer. Je pense que déjà, nous aurons gravi une belle étape, je pense. Alors, on a également des questions qui portent sur les règles d'extinction nocturne. Marine, est-ce que tu peux nous préciser nous faire un petit point sur toutes les questions relatives aux extinctions nocturnes? Alors, il faut savoir qu'il y a une obligation déjà qui était inscrite dans le Code de l'environnement de préservation des paysages nocturnes, puisque tous les dispositifs doivent être éteints entre 1h du matin et 6h du matin. Ça, c'est une obligation du Code de l'environnement qui est, je pense, comme vous avez pu le constater, pas du tout respecté. La plupart du temps, c'est un engagement en tout cas qui est peu suivi. Toutefois, il y a une règle dans le Code de l'environnement et les élus de la métropole auront l'occasion de se prononcer de manière plus drastique sur ces éléments. Alors, j'ai Patrick des Paysages de France qui a levé la main. Donc, Patrick, nous vous écoutons. Oui, attendez. Oui, donc, plusieurs questions, moi. D'accord, on les éteint de nuit, c'est un petit peu le sujet de tout de suite, mais souvent, ils sont remplacés après par une horloge. Vous savez, ils se permettent après de transformer ça par une horloge qui est toujours du numérique et pour attirer l'attention que le panneau est là. Une autre question, s'il vous plaît. Il paraîtrait, alors c'est peut-être il paraît, mais est-ce que demain, les panneaux publicitaires numériques auront des caméras pour visualiser nos visages, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez entendu parler de ça, que insidieusement parlant, il y aurait aussi le contrôle faciès à travers ça? Terminé. Ah oui, là, on est dans la très haute technologie. Oui, alors en effet, mais alors là, on sort complètement du champ de compétences du RLPI sur ce point-là. Effectivement, j'en ai entendu parler, mais en tout cas, il n'est pas question de réglementer ça dans le RLPI. On ne peut rien faire sur ce type de surveillance, entre guillemets, comme vous venez de le mentionner. Et j'en profite pour vous informer que le Code de l'environnement inscrit dans ses principes que le RLPI est vraiment un document d'équilibre entre la préservation des paysages et de l'activité économique. Et la jurisprudence informe que l'interdiction stricte et totale de toute publicité sur un territoire est illégale. Donc, même si les élus vont avoir un projet de réduire l'affichage actuel, ce n'est pas pour autant qu'il sera totalement supprimé. Alors, il y a eu également quelques remarques qui ont été formulées. J'en fais un peu la synthèse parce qu'il y en a quand même beaucoup. Déjà, donc voilà, faisons état d'enseignes qui sont en infraction, pour citer notamment une grande marque de chaîne de garagistes. Après, il y a également la question de la taille des dispositifs qui a été évoquée. Donc, les limiter vraiment à leur plus petite taille, type 40 par 60. Et ensuite, il y a également une question de Didier Vazeille qui demande si tous les combien de temps un RLPI est revu. Alors, un RLPI est un document d'urbanisme au même titre qu'un plan local d'urbanisme qui réglemente les droits à construire. On est sur exactement la même procédure. C'est à peu près une durée de vie de 10-15 ans. Toutefois, au regard de l'évolution très, très rapide des dispositifs, comme vous avez pu le mentionner, c'est un document qui peut faire l'objet de plusieurs procédures de révision et assez rapides pour essayer de s'adapter au mieux aux nouveaux types de dispositifs ou pour sinon corriger des actions qui auraient été peut-être mal ciblées dans ce premier RLPI métropolitain.
Donc, ça peut évoluer très facilement. Ce que je voudrais bien dire, c'est que sur ce RLPI, même si il n'est pas jusqu'au boutiste pour certains d'entre vous, il a quand même le mérite de faire bouger les choses quand même. Quand on voit aujourd'hui la mer de panneaux qu'on a autour de nous, c'est une réelle marée de panneaux et d'affichage. Donc, le but, c'est bien d'encadrer ça, de supprimer effectivement certains dispositifs, de réduire la taille, de réduire le nombre de dispositifs aussi, d'essayer de voir sur la mutualisation de certains dispositifs pour des entreprises d'un même secteur, d'harmoniser aussi sur les enseignes. On a des enseignes aujourd'hui sur les toitures, sur les murs. Il y en a des fois plusieurs enseignes sur un même bâtiment. C'est bien de réviser tout ça et d'arriver à une meilleure harmonie. Aujourd'hui, le but, c'est bien de ce que je disais en avant-propos, c'est bien de proposer un cadre de vie meilleur. Il y a une personne qui vient s'exprimer en disant que c'est ce qu'elle voyait tous les jours et inondée de publicité. Oui, bien sûr, c'est aujourd'hui ce cadre de vie que l'on n'a plus envie de voir. Et ce RLPI, je pense, va tendre à ça, à améliorer votre cadre de vie à tous, à notre cadre de vie. Et donc, écrire ce règlement, c'est une chose. Et ensuite, il s'agira de le faire appliquer, parce que certaines personnes ont pu dire aussi qu'il y a des affichages illégaux. Normalement, l'implantation d'un panneau d'affichage doit faire partie d'une instruction. Il doit y avoir une demande dans les mairies et il doit y avoir un accord. Toutes les entreprises ne le font pas. Donc, il y a aussi une police, entre guillemets, à mettre en place sur ces publicités, et faire appliquer ce règlement est aussi fait partie du travail à mettre en route, et nous nous employons à cela, bien évidemment, aussi sur cette réflexion. Alors, il y a également pas mal de questions. Alors, c'était arrivé tout à l'heure. Je vais peut-être pas insister dessus, mais ça ressort pas mal. Ce sont des questions qui portent notamment sur le contrat, donc qui est passé avec JC2Co. Donc, plusieurs questions ont été posées à ce propos. Donc, quelle est la durée de ce contrat? Quel est le nombre d'années? Et comment, voilà, comment ça se passe pour le renouvellement, et également quelles sont les rentrées financières pour la métropole ou pour les communes, parce que on évoque ici JC2Co, mais c'est à la fois donc des panneaux, mais c'est également du mobilier urbain. Excusez-moi, j'essaye de lire en même temps un peu. Il y a tellement de messages qui arrivent. Il y en a énormément, donc c'est pour ça que je fais un peu une synthèse pour le coup, parce que si il y a des questions, il y a des commentaires, on voit que le chat est très approprié et c'est bien. Après, voilà, donc l'idée c'est, voilà, j'essaie de faire une synthèse la plus... Il est parlé de l'arbre à plusieurs reprises. Alors effectivement, la place de l'arbre est importante. Redonner de la place à l'arbre. Effectivement, quand on traverse nos zones industrielles, nos zones artisanales aujourd'hui sur l'ensemble de la métropole, eh bien, on peut se rendre compte que l'arbre n'est pas très présent. Et il y a un travail aussi au sein de la métropole pour revoir ça, redonner la place à l'arbre, redonner de la place aux espaces de nature. On parle beaucoup de nature en ville, mais ce n'est pas un vain mot, c'est vraiment une réflexion qui est en route et qui va être aboutie, ça c'est sûr. Redonner sa place à l'arbre. Et effectivement, moins de panneaux et plus d'arbres, oui, c'est un bon slogan. C'est noté. Je vous propose peut-être que l'on continue sur la présentation. Que l'on poursuive. Donc, Marine, je te laisse poursuivre sur les zones urbaines et les infrastructures. Je me permets juste d'apporter quelques précisions par rapport aux questions sur le mobilier urbain. En fait, le mobilier urbain, comme je vous ai expliqué, le RLPI peut le réglementer. Ça veut dire que les règles que définiront le RLPI sur le mobilier urbain vont s'imposer au contrat de concession.
Toutefois, les contrats de concession, ce sont les communes qui les passent avec des concessionnaires et ce n'est pas la métropole qui est compétente, donc ce n'est pas la métropole qui touche les rentrées financières liées à ces contrats, ce sont vraiment chacune des communes en fonction de la manière dont elles ont élaboré leurs contrats. Donc, on ne peut pas vous donner de chiffres parce que là-dessus, ce n'est vraiment pas la métropole qui perçoit de l'argent sur ce sujet. Et j'ai vu également une question d'une personne qui demande ce que risque un particulier s'il a un panneau illégal. Alors, s'il a un panneau illégal, en fait, le dispositif n'appartient pas au particulier, il appartient au professionnel qui a apposé ce dispositif. Ce professionnel, s'il a apposé un dispositif contraire à la réglementation en vigueur, c'est le maire de la commune concernée, si elle dispose actuellement d'un RLP, ou sinon le préfet qui met en demeure le pétitionnaire. Et ensuite, il y a tout un système d'amende qui augmente par jour en fonction du temps qui est mis à déposer le dispositif illégal. Alors, je peux peut-être continuer. Oui. Alors, est-ce que l'on a… alors, juste avant que tu continues, est-ce qu'il y a des chiffres sur la durée du contrat avec Deco? Alors, comme ça a été précisé, c'est des durées de contrat qui sont environ sur une quinzaine d'années. Mais je le répète vraiment, moi, je n'ai aucune idée des chiffres qui sont perçus par la métropole, par les communes pardon, sur ce mobilier urbain. Et dans tous les cas, le sujet est vraiment plutôt de voir comment le mobilier urbain sera encadré dans le RLPI, parce que c'est vraiment le RLPI qui s'imposera dans tous les cas à ces contrats de concession, quelle que soit la manière dont ils ont été conclus. Donc, c'est vraiment l'outil RLPI qui, pour le coup, réglemente parfaitement le mobilier urbain. Et comme ça a été précisé également tout à l'heure, c'est vrai que ce sont uniquement les enseignes qui sont des dispositifs soumis à autorisation, les publicités numériques également. Ensuite, sinon, sur les publicités, on relève du régime de la déclaration préalable. Ça veut dire qu'il y a un simple CERFA qui est déposé en mairie pour annoncer qu'il y a un dispositif publicitaire qui a été installé et qui normalement doit être conforme à la réglementation en vigueur. Très bien. Et ensuite, surtout, le contenu, alors ça rebondit encore sur le mobilier urbain, sur le contenu effectivement des publicités qui sont apposées dans le mobilier urbain, vu que la collectivité, donc chacune des communes en fait, gère son contrat de mobilier urbain, elle peut, si elle le souhaite, convenir de clauses d'enlever certaines publicités qui pourraient être à caractère sexiste ou promouvoir des produits polluants pour l'environnement. Ça fait partie des clauses que chacune des communes peut instaurer dans son contrat de mobilier urbain, mais dans ce cas-là, c'est à négocier avec le concessionnaire parce que le RLPI ne peut absolument pas interférer avec le contenu du message. Oui, parce que là, après, c'est du ressort du pouvoir de police, mais il me semble bien. S'il y a un contenu offensant ou autre. Oui, en fait, c'est vraiment du ressort de chaque maire de chacune des communes qui disposent de mobilier urbain. Et donc, je ne peux pas savoir si ces clauses sont prévues parce que là, on élabore un document métropolitain et ensuite, chaque commune devra s'y conformer. Alors, évidemment, chaque commune est associée à la procédure, mais dans tous les cas, c'est un document supra-communal qui s'impose aux communes. Et je sais qu'il y a certaines entreprises qui pratiquent ce type d'affichage différencié en fonction de certains secteurs, notamment à proximité d'établissements scolaires. Alors, je ne sais pas si c'est le cas sur le territoire métropolitain. En tout cas, ça existe. Donc, visiblement, ça pourrait être déployé plus largement en fonction de la demande citoyenne si elle remonte aux communes. Très bien. Merci. Je vais essayer d'apporter une réponse à Jeanne et Mireille qui ne comprennent plus. Donc, pour dire qu'effectivement, le RLPI est porté par la métropole, c'est-à-dire qu'il y a un règlement qui va être commun pour les 21 communes, et donc qui est écrit par la métropole. Mais effectivement, il reviendra à chaque commune de faire appliquer ce règlement. Alors, je veux bien vous l'accorder que c'est complexe de comprendre qui réglemente quoi. Si je peux essayer de synthétiser. Donc, comme l'a dit Madame Mandon, le RLPI, il réglemente si on a, pour faire schématique, le droit ou non à un dispositif en fonction du secteur dans lequel on est.
Ça, c'est ce que réglemente le RLPI. Et ensuite, pour le contenu du message, ce n'est pas réglementé par le RLPI, pas du tout. Toutefois, ce que je vous indiquais, c'est que pour le mobilier urbain, vu que c'est chacune des communes qui signe un contrat avec un concessionnaire, elle peut, dans les clauses de son contrat, si elle le souhaite, négocier, par exemple, des contenus de messages qui soient différents, etc. Le mobilier urbain, c'est vraiment un type d'affichage qui est un petit peu à part parce que justement, les communes peuvent maîtriser le lieu où il est implanté et avoir peut-être une interférence avec le contenu du message. Mais ce n'est pas le RLPI qui peut gérer ça. J'espère que j'ai essayé de synthétiser et d'être clair sur ce point. Merci, merci Marine. Ce que je propose, c'est peut-être que l'on continue quand même sur la présentation. Donc, concernant les zones urbaines et les infrastructures. Alors, sur les zones urbaines et les infrastructures, les choix politiques qui ont été effectués, c'est tout d'abord de maîtriser les pratiques d'affichage aux abords des axes. Ça veut dire, peut-être de manière plus claire, de limiter la densité des dispositifs. Ça veut dire d'avoir moins de dispositifs qui succèdent aux abords des axes, puisqu'on a pu identifier que les axes étaient vraiment des espaces vitrines pour la métropole. Ensuite, deuxième orientation politique qui a été choisie, c'est d'améliorer la qualité des dispositifs d'affichage, notamment, et maîtriser le nombre, notamment dans les zones d'activité économique et commerciale, parce que c'est vraiment des secteurs qui concentrent beaucoup plus d'affichage que le reste du territoire en combinant publicité, pré-enseigne et enseigne. Donc, il y a vraiment des orientations spécifiques qui sont proposées pour le mobilier urbain, pour les zones d'activité, pardon. Ensuite, alors l'autre choix politique qui a été fait, c'est d'uniformiser les pratiques d'affichage aux abords des lignes de transport en commun. On sait que les lignes de transport en commun sont des nouveaux axes structurants pour la mobilité à l'échelle de la métropole. Et vu que ce sont des nouveaux axes, la plupart du temps, les pratiques d'affichage sont pas forcément cohérentes en fait à l'échelle d'une même ligne de transport en commun. Donc, les élus de la métropole ont le choix, pour rendre aussi un peu plus attractives ces lignes, de qualifier les pratiques d'affichage à proximité de ces secteurs. Et enfin, de confirmer la continuité écologique du territoire en réduisant la pollution lumineuse. Comme vous avez pu vous en rendre compte, les zones d'activité concentrent beaucoup de dispositifs, donc c'est aussi des points de pollution lumineuse beaucoup plus importants. Et les élus métropolitains souhaitent se positionner sur ce sujet en réduisant les dispositifs lumineux et numériques dans ces secteurs. Alors, je rebondis directement sur les questions. Je peux préciser ce que veut dire améliorer la qualité des dispositifs. Alors, la qualité des dispositifs, ça va être tout d'abord le format, faire en sorte qu'on ait des dispositifs qui soient plus petits et d'éviter des dispositifs peut-être un peu anciens qui auraient parfois des couleurs qui sont très vives ou parfois des dispositifs où on voit des échelles qui permettent d'accéder à la publicité et de la remplacer. Donc, ça serait plutôt d'aller vers des dispositifs qui sont plus sobres visuellement avec uniquement un seul pied et puis un cadre rectangulaire. Alors, sur l'autre échelle de territoire et la dernière échelle de territoire avant les orientations qui sont transversales, c'est les espaces du quotidien, donc qui vont concerner tous les, vous voyez là, c'est vraiment tous les espaces dits habités, avec également tous les espaces de centre-ville, de centre-bourg, tous les espaces à connotation patrimoniale. Et là, l'idée vraiment dans ces secteurs, c'est d'arriver à qualifier l'affichage qui est opéré et à maîtriser, parce qu'on est vraiment dans des zones où il y a beaucoup de population et on souhaite qu'il y ait moins de publicité. Et comme tout à l'heure, vous avez à nouveau la parole sur ces sujets. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de dispositifs de mobilier urbain qui sont présentés. Toute la première ligne en haut d'image, c'est du mobilier urbain. Alors, juste avant de laisser la parole, parce que j'ai vu que des mains étaient levées, il y avait quand même des questions qui ont été posées. Déjà, quid un peu des camions publicitaires qui s'installent sur le bord d'un rond-point? Est-ce que eux sont considérés comme dispositifs publicitaires? Et ensuite, voilà, après, c'est
il y avait une question qui portait sur l'attractivité des zones d'activité, et je pense notamment peut-être aux préenseignes, et que recouvre justement le mot attractivité des zones d'activité? Est-ce que ça recouvre des zones végétalisées, humanisées, réintégrées dans l'urbanité? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un point qui demande à être peut-être précisé. Et enfin, il y a eu d'autres remarques également qui ont été formulées. Par exemple, justement, une remarque de Anne Boucherez, si je prononce bien, qui avait demandé ce que c'est qu'un besoin, de préciser peut-être cette notion de besoin de publicité. Donc, je laisse la parole peut-être à Madame Mandon et ensuite à Marie et à Marine. Alors sur le besoin de publicité, il, effectivement, il est pas pour nous. Le besoin de publicité, il est effectivement pour les gens qui font la publicité. Voilà. Donc après, nous, le besoin qui est pour nous en tant qu'élus pour faire passer des messages, c'est pas de la publicité, c'est de l'information. Donc c'est un petit peu différent. La publicité, le besoin, il est pour les annonceurs. Sur l'attractivité des zones d'activité, je ne sais pas très bien ce que vous attendez comme réponse. Nous, aujourd'hui, on a des zones d'activité, j'en parlais tout à l'heure, qui ont besoin d'être confortées, on le reconnaît aisément, qui ne sont peut-être pas effectivement très attractives et où on a forcément envie de vivre. Et il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui passent leur pause déjeuner, par exemple, et bien c'est de leur donner un cadre bien un petit peu plus sympathique. Ce n'est pas que d'avoir une voirie qui passe devant l'entreprise et un tuyau à voiture, mais bien d'avoir des espaces de respiration dans ces zones où les gens viennent travailler. Mais je ne sais pas si c'était ça que vous attendiez comme réponse. Je ne sais pas quel était le rapport avec la publicité. Mais je veux bien, si vous me précisez votre demande, je veux bien vous répondre. Madame Boucherez, vous pouvez intervenir au micro hein, si vous le voulez. Ou dans ce cas-là, peut-être on va prendre Les mains levées, peut-être. les mains levées, exactement. Et Monsieur Delahousse. Monsieur Delahousse, je crois qu'on ne vous a pas entendu. On vous a vu sur le chat, mais on ne vous a pas entendu. Bonsoir. Oui, bon, je peux éventuellement intervenir sur les zones d'activité. C'est-à-dire que c'est un grand travers qui consiste à considérer que les zones d'activité sont des dépotoirs. C'est un petit peu la logique de tous les cabinets d'études, sans aucune exception, hélas, ou presque tous, disons. Autrement dit, plus ou moins un secteur est considéré comme d'une certaine qualité paysagère, plus on peut se lâcher, plus on peut mettre de panneaux, plus ces panneaux peuvent être grands, plus on peut utiliser les techniques les plus agressives, comme par exemple le numérique, et cela aussi bien pour les enseignes que pour les publicités. Et nous estimons, et nous ne sommes pas les seuls loin de là, puisque nous défendons aussi le principe d'équité, donc de tous les citoyens d'un même territoire à disposer, c'est la moindre des choses, du même respect, et donc d'un même degré de protection de leur environnement. Donc nous sommes tout à fait opposés à un découpage du territoire avec des zones qui sont considérées comme intéressantes sur le plan du paysage, du cadre de vie. Et donc là, on va faire très attention, les panneaux seront plus petits, oui, il y en aura très peu, etc. Et puis plus on s'éloigne des endroits considérés comme patrimoniaux ou intéressants du point de vue du paysage, voire très résidentiels, plus on va charger la barque. Et les zones d'activité font partie de ces lieux un peu maudits, qui sont d'ailleurs de triste réputation dans le monde entier. Les zones d'activité à la française sont devenues presque un sujet de rigolade, tellement c'est moche. C'est d'ailleurs ce qui a donné, c'est l'origine de l'expression « la France moche », qui a fait Florès. Et donc, il est temps aujourd'hui de changer de logique, parce qu'on vit encore, dans la plupart des cas, lorsqu'on élabore des RLP, sur une logique totalement obsolète, dépassée, archaïque, qui tourne le dos à tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Donc nous disons, c'est presque à la limite le contraire. Il faut d'abord songer
à réhabiliter, moi j'aime pas du tout ce mot réhabiliter qui est pris dans son, mais il est utilisé par les urbanistes, donc utilisons-le. Il faut songer à réhabiliter justement les secteurs que pendant des années on a fortement dégradés, tant par les enseignes que par les bâtiments commerciaux qui sont en général d'une laideur épouvantable, l'absence de toute végétalisation, l'absence de prise en compte du bien-être des populations, etc., etc. Donc c'est là qu'il va falloir aussi agir. De même que les axes structurants, comme on dit, ça c'est encore un concept, mais alors vraiment, mais à jeter à la poubelle. Je suis désolé d'employer une formule un petit peu forte, mais ça, chaque fois qu'on voit un RLP ou les questions d'axes structurants, à part un bureau d'études, c'est toujours pour nous dire, oui, on va s'occuper des axes structurants, et finalement, quand on regarde les RLP, ça veut dire qu'on y met des panneaux plus grands, en plus grand nombre, et plus impactants sur le paysage. Ben non, puisque justement, les axes dits structurants, disons, ça veut dire tout simplement les axes que tout le monde, qui sont les plus empruntés, les axes principaux, comme on pourrait dire de façon plus simple, eh bien, ce sont les axes les plus parcourus, donc c'est le paysage le plus vu. Or, le paysage, c'est bien ce qu'on regarde. Ce n'est pas quelque chose qui existe, mais qu'on ne voit jamais. Donc, les axes structurants, pour reprendre ce jargon, également, méritent la plus grande attention. Ce sont, comme ça a été dit très justement tout à l'heure, des vitrines. Mais des vitrines, à ce moment-là, une vitrine, il faut que ça soit beau aussi. Non seulement que ça ne détruise pas l'environnement par le matraquage publicitaire dont on connaît tous les effets assez calamiteux, mais il faut aussi que ces axes structurants retrouvent une certaine qualité, de la beauté, et quel que soit le quartier. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas que, sous prétexte qu'on est dans un quartier plus éloigné, moins terrible, moins chic, moins résidentiel, voire carrément pas terrible du tout, qu'on se lâche. Parce que c'est le cas dans la plupart des RLP. Hein, vous arrivez, mais c'est caricatural. Vous partez du centre-ville, plus vous vous éloignez, plus le nombre de panneaux augmente. C'est simple, et plus leur taille augmente. Et plus il y a de panneaux numériques. Voilà, j'arrête, j'ai déjà assez parlé comme ça, j'estime. Et merci pour ce travail, cette présentation, ces échanges que vous permettez ainsi. Merci beaucoup pour votre intervention, mais on se rejoint parce que c'est bien notre but aussi, c'est de rendre les zones d'activité, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, où il fait mieux vivre qu'aujourd'hui. Et c'est bien pour ça aussi, et c'est aujourd'hui sur ces zones d'activité où on a le plus de publicité, le plus de dispositifs, c'est bien là où on met l'accent, parce que justement, c'est là où il y en a le plus, et c'est là où on veut diminuer et apporter un meilleur cadre de vie, une meilleure qualité sur les dispositifs. Et il en va de même pour parler, alors c'est un terme qui n'appréciez pas sur les axes structurants, mais effectivement, là aussi, on a bien dit qu'on voulait avoir des meilleures entrées de vie, des meilleures entrées de métropole, avec non plus ces amoncellements de panneaux, mais au contraire qu'on puisse voir du paysage. On se rejoint bien là-dessus, on est bien d'accord là-dessus. Merci. Alors, il y avait également Patrick, hein, de Paysages de France également, qui avait levé la main. Donc, Patrick, nous vous écoutons. Alors, votre micro n'est pas allumé, Patrick. Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Donc, moi, je continue à vous remercier. Merci. J'ai plein de petites questions. Alors, je les mets un petit peu en vrac parce que je ne maîtrise pas vos outils et c'est tout nouveau pour moi. Il y a présent parmi nous des pompiers, il y a présent parmi nous Monsieur Besson à qui j'aimerais poser une question. Il y a également Yvision, Julia, voilà, qui est parmi nous. Ils se représenteront s'ils le désirent. Voilà, je vois qu'ils sont là. Donc, ma question, c'est le projet Respire de Clermont-Ferrand. Vous y avez parlé tout à l'heure, vous en avez, pardon, je ne vais pas parler auvergnat. Nous en avons parlé tout à l'heure. Le sujet e-Respire va mettre des rues piétonnes. Vous parlez de la ligne A, vous parlez de la ligne B et C que vous allez agrandir en nous faisant déjà mettre une logique que des panneaux le long de ces lignes augmentées va y avoir des panneaux. Bon. Eh bien, posons la question, quel genre de panneaux vous aimeriez implanter le long de cette augmentation kilométrique de la ligne B et de la ligne C. Voilà, si c'est votre désir. Des pompiers sont également présents parmi nous. Une question à M. Besson. Si
les contrats avec les enseignants, les JC Deco, Fleury et compagnie, sur votre commune qui s'agrandit, Landes qui s'agrandit vraiment au niveau zone voilà, commerçante. Monsieur Besson, vous pouvez peut-être nous répondre combien rapportent à la ville de Landes les nouveaux panneaux implantés dans votre ville, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, voilà. Monsieur qui vient, je vous laisse reprendre la main pour un petit peu articuler tout ça. Oui, merci. alors, il y avait déjà une question qui était adressée à un élu. Hein. Alors, la première question, donc, si j'ai bien compris, hein, monsieur Patrick, hein, votre question déjà, portait sur quid un peu des dispositifs publicitaires qu'il y aura le long des lignes du tram, du moins dans ces extensions futures. Hein, les lignes oui, B et C. Oui, les lignes du tram et du bus au niveau de Serres, si mes souvenirs sont bons. Oui. Via le projet Respire. Oui. Et voilà. Et comment dire, la deuxième question, c'était également sur, je crois, les dispositifs publicitaires au sein d'une commune. Donc vous aviez... C'est la ligne B et C qui vont s'étendre via le projet Respire. Le tram n'est pas concerné pour l'instant. Hein. C'est une erreur de monsieur qui va pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Et c'est là que j'entends revenir un petit peu le sujet sur le fait que le long de ces lignes tram, il y aura des panneaux qui vont s'implanter. Donc, on part à la campagne un petit peu plus via la ligne B et la ligne C. Et on va encore refleurir des panneaux publicitaires. Pourquoi pas? Est-ce que ça va être des sucettes silencieuses ou ça va être des sucettes numériques, encore une fois, alors qu'on va un petit peu plus à la campagne? Et le projet Respire, lui, va remettre certaines rues, certains projets, donc reconstruire certaines rues, l'avenue de Roya, entre autres, qui va se revoir un petit peu, restructurer tous ces arbres. Est-ce que tout le long, on va encore réfléchir sur l'implantation des panneaux numériques? Et puis la question à monsieur Besson, si vous pouvez nous répondre, s'il vous plaît, si les contrats sont passés directement avec les communes, combien rapportent, par exemple, à la commune de Landes, les implantations sur sa ville, les panneaux publicitaires, s'il vous plaît? Voilà. Et donc, d'autres invités, les pompiers sont présents, j'ai vu, et Yvision Julia. J'aimerais les entendre un petit peu leur point de vue, si vous me le permettez. Hein. J'ouvre un peu le débat, monsieur. D'accord. Oui, non, mais ici, nous sommes là pour débattre. Hein. Donc déjà, peut-être dans un premier temps, si Madame Mandon et Marine, si vous avez peut-être, si vous souhaitiez déjà dans un premier temps répondre à Patrick. Marie voulait prendre la parole, je crois. Alors, concernant le projet Inspire en lui-même ne prévoit pas de dispositifs publicitaires supplémentaires. Donc, effectivement, les lignes de bus B et C, notamment, vont être restructurées. Et donc, il y aura du mobilier urbain, notamment sur les abris voyageurs, éventuellement. Voilà, tout ça, comme le long des autres lignes déjà existantes. D'accord. Et il y avait également, parmi les remarques, hein, je me permets, ensuite, avant peut-être qu'un tout petit temps de débat soit organisé entre les participants, hein, si M. Besson voudrait bien répondre à Patrick, il avait été également formulé dans les questions, parmi les contributions, une stricte limitation des formats le long des axes, notamment des formats à 2 mètres carrés. Donc, Monsieur Besson, si Monsieur Besson est là, s'il veut répondre ou pas. Oui, je ne suis pas sûre que M. Besson soit encore là. Juste pour une précision sur le projet Inspire, il y a le lien vers le site internet dédié qui est dans le chat pour les personnes qui seraient intéressées. Très bien. Je remercie également toutes les informations. J'ai vu à la médiathèque de Chamalières les panneaux un petit peu du projet RLPI. Bravo de l'avoir mis un petit peu dans le couloir. Hein, voilà, je l'ai remarqué. Je suis allé chercher des livres à la médiathèque et il était là. Merci de votre travail. Merci, monsieur. Merci, monsieur.
On va poursuivre, peut-être s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être poursuivre sur la présentation, donc sur les espaces du quotidien, peut-être. Marine, donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, sur les espaces du quotidien, je vous annonçais tout à l'heure que vraiment, là, l'idée était de prendre en compte aussi bien les zones habitées, donc à savoir les espaces résidentiels, que tous les espaces de centre-bourg ou à connotation patrimoniale qui sont finalement aussi des espaces habités. La première orientation sur laquelle s'engagent les élus, c'est de préserver de manière adaptée le cadre de vie de ces zones-là. Ensuite, de maintenir des ambiances qui soient apaisées dans ces secteurs et de préserver le caractère patrimonial de certains espaces, de certains cœurs de bourg, de certaines protections. Vous connaissez peut-être les sites patrimoniaux remarquables qui sont des périmètres importants de protection patrimoniale. L'idée, c'est que les enseignes, principalement, on est plus sur des enseignes dans ces secteurs-là, qui soient implantées, soit en cohérence avec toutes les ambitions qui ont guidé l'inscription de certains secteurs dans des reconnaissances patrimoniales. Ensuite, on passe sur la dernière échelle de travail qui a été mobilisée dans le cadre des orientations. C'est une échelle qu'on a appelée transversale, puisque ça veut dire qu'elle a vraiment pour objectif de diffuser sur tous les espaces métropolitains. Donc, c'est tout d'abord d'instaurer des critères et des règles de qualité. J'ai eu l'occasion tout à l'heure de vous préciser ce qu'on entendait par qualité. Ça a également été précisé dans le chat. Et deuxième point, qui est de définir un format d'affichage maximal pour limiter l'impact visuel des publicités et des préenseignes. Le format d'affichage maximal aujourd'hui qui est toléré par le Code de l'environnement, c'est 12 mètres carrés. Les élus métropolitains souhaitent réduire ce format et ensuite, ce format-là sera également adapté en fonction des zones de publicité dans lesquelles on se trouvera et donc en fonction des caractéristiques urbaines des secteurs. Très rapidement, Marine, que veut dire ambiance apaisée, puisque la question a été posée à 2 reprises via le chat? Une ambiance apaisée, ça suit un petit peu ce qui s'est dit tout le long, c'est d'avoir moins de dispositifs ou en tout cas de travailler sur l'effet visuel et d'avoir moins de dispositifs qui, entre guillemets, peuvent agresser l'œil. Donc, on est vraiment sur moins en nombre, mais aussi moins en surface, en format. D'accord, merci. Donc, une moins grande densité et des plus petits dispositifs. Et c'est quelque chose qui ne peut pas être précisé, ce que ça veut dire moins, parce que le RLPI ne peut pas réglementer l'implantation précise des dispositifs, il peut juste réglementer au sein de zones des dispositifs qui sont autorisés ou qui sont interdits. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'étude d'impact, entre guillemets, qui est associée à ça, parce que là, vous voyez, on n'en est que sur les orientations. La traduction réglementaire, qui seront vraiment les règles qui seront applicables, oui. Elle arrivera dans un second temps. Oui, c'est justement, justement par rapport aux réponses enfin, par rapport aux questions, aux remarques qui ont été formulées via le chat. Madame Mandon, vous vouliez intervenir? J'avais cru entendre quelqu'un qui voulait intervenir. Non, oui. Je laisse poursuivre Marine. Non, c'était moi qui ai fait une tentative. C'était pour répondre effectivement sur les souhaits de mesures concrètes. Donc là, ce sera la prochaine étape du RLPI et donc la prochaine étape de la concertation. Il y aura d'autres réunions publiques donc sur ce volet-là, le volet réglementaire. Et là, effectivement, on donnera des chiffres, des formats et on pourra échanger sur tous ces aspects. Marine, je te laisse poursuivre. Les prochaines étapes, justement, voilà, ça concluait un peu notre présentation. Hein, donc, c'est les prochaines étapes. Donc, on sera en plein dans la traduction réglementaire. Donc, je te laisse compléter, peut-être.
Alors, c'est vrai que là, on vous a présenté la phase des orientations, donc qui est plus la phase politique, la phase qui va commencer, qui vous sera présentée lors de réunions publiques, comme vous l'a signifié Marie, est en train de s'amorcer. Donc, c'est la phase de zonage et de règlement. Donc, ça veut dire que très concrètement, on vient définir à la parcelle des zones de publicité qui sont associées à une réglementation particulière. Donc, ça, ce sera vraiment le sujet de la prochaine réunion publique. Et ensuite, pour tout ce qui est relatif aux panneaux d'information associative, culturelle, sportive ou citoyenne, alors vous avez 2 types de dispositifs qui peuvent accueillir ce type de message. Donc, tout ce qui est relatif à l'affichage d'opinion, donc ça, c'est une obligation de chaque commune de disposer de surface d'affichage d'opinion en fonction de la démographie de la commune, et ce n'est pas le RLPI qui réglemente ces points-là. Et ensuite, vous avez tout ce qui va être relatif à des événements d'associations qui seraient mis en avant. Là, l'idée qui me vient à l'esprit, c'est par exemple un don du sang, où il y a besoin de signifier qu'il y a un don du sang qui a lieu sur telle commune. Ça s'appelle des dispositifs temporaires, donc sous forme d'enseigne ou de préenseigne, et ça sera encadré dans le RLPI. L'idée de l'encadrement qui sera probablement proposé dans ces secteurs-là est de ne pas trop contraindre, entre guillemets, l'affichage des associations, parce que c'est un moteur économique d'importance pour les collectivités et qu'elles souhaitent maintenir et choyer. Oui, et j'en profite également pour rebondir. Il y a une remarque concernant les panneaux associatifs, justement, qui ne sont pas toujours mis en évidence, mais comme ça a été dit plus haut, une réflexion va être menée dessus. S'il y a encore des questions, on peut en prendre quelques-unes. Si certains veulent lever la main, n'hésitez pas. L'idée ici, c'est que l'on ait notre dernière salve de questions-réponses avant la clôture de cette réunion publique. Donc, si vous avez des questions, si des participants veulent lever la main pour poser une question, et si vous n'avez pas de questions, nous pouvons procéder à la clôture de cette réunion publique. Je donne peut-être 5 secondes avant, une dizaine de secondes. Alors, il y a 2 mains levées. Peut-être qu'il y a Yvion qui peut prendre la parole, et ensuite Patrick. Ah, c'est bizarre parce que moi je. Ah, si, c'est bon. Ça n'était pas synchro les mains levées. Vous les avez plus tôt que moi. Mais oui, alors on va prendre la parole de Yvion. Donc, si vous pouvez vous présenter. Oui, donc Juliane Aujac, je représente en fait Yvision en tant que présidente, et donc Yvision représente les fabricants d'enseignes sur le territoire national. Donc à la demande de Paysages de France, effectivement, je souhaite m'exprimer. Donc je vous remercie déjà pour cette présentation qui est très claire. Ce que je voudrais juste préciser, c'est qu'elle met, on l'a mis tout à l'heure, elle met en évidence des paysages illégaux avec des enseignes tout à l'heure qu'on a vu, des publicités qui ne devraient pas exister en fait. Rappelons quand même que le Grenelle date de 2012 et que la mise en conformité devait être faite maximum en juillet 2018. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais préciser, c'est que ne nous basons pas sur un paysage qui n'est pas conforme à la réglementation, qui depuis 3 ans aurait dû être mis en conformité pour produire un nouveau règlement. Nettoyons déjà ce qui aurait dû être fait et basons-nous sur un cadre urbain réglementaire conforme et non pas celui qu'on a pu voir tout à l'heure. Certaines enseignes auraient déjà dû être déposées. Voilà, donc ça c'était une précision que je voulais apporter. Et puis, nous, professionnels que nous représentons, sachant qu'on a quand même beaucoup d'outils pédagogiques auprès de nos adhérents, effectivement, il y a encore des professionnels qui ont une méconnaissance de la loi. En revanche, on travaille activement à ce qu'elle soit appliquée au maximum en tant que professionnels, parce que nous sommes aussi des citoyens. Voilà ce que je voulais préciser ce soir. Merci. Alors, et il y avait également donc Patrick, toujours, le Paysage de France, pour peut-être une dernière question. Merci beaucoup. Je vois que vous, Madame Julia de Yvision, vous vous mettez un petit peu comme... je ne vous attaque pas, ce n'est pas après vous, mais vous êtes quelque part, vous fabriquez, vous avez mis des choses en place. Je ne maîtrise pas ce que je veux dire. Merci d'avoir été présente et d'avoir répondu présente. Vous pouvez peut-être me répondre, vous, peut-être à demain l'implantation des caméras dans les panneaux publicitaires, peut-être.
Ça, c'est une question. Deuxièmement, la photo que l'on voit sur la descente de Roya, c'est vrai que ce panneau, il devrait faire partie des premiers à enlever parce que ce panneau-là, c'est l'un des plus horribles. Il est d'une mocheté dans la descente. Voilà, celui-là, celui qu'on voit, celui-là, c'est l'un des plus horribles. On devrait commencer par celui-là. On va enlever les panneaux publicitaires. Merci, Madame Julia, voilà, de déposer les panneaux. Les panneaux, on va les déposer et seront-ils recyclés? Est-ce qu'on a déjà préparé le plan de recyclage? Est-ce qu'il va y avoir des demandes de recycler tout ce tas de ferraille, tous ces luminaires avec les gaz à l'intérieur? Est-ce qu'on y a déjà pensé? Voilà, si on veut parler vraiment de l'environnement. Voilà, tout à fait. Je vois qu'il y a un invité, excusez-moi, je prends un peu tout le monde à partie. J'aime bien un petit peu les plateformes. Je vois que c'est présent RCF aussi, s'ils veulent vraiment s'exprimer. Merci pour mes questions et merci je lève la main parce que je vous l'ai dit. Voilà, la parole est à vous. Merci, Monsieur Cavien. Oui, donc Madame Bouteuil. Oui, donc pour répondre à la question qui m'est posée, donc déjà, Evision gère les enseignes et uniquement les enseignes. Donc sur la partie publicité, malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre. Il faudra demander ça au syndicat qui gère la publicité. Surtout pour les panneaux publicitaires et caméras, je n'en ai pas connaissance. En revanche, pour ce qui est du recyclage, donc vous parlez du recyclage des panneaux publicitaires. Encore une fois, je ne gère pas cette partie-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, sur les enseignes, au sein de Evision, nous travaillons activement sur le recyclage des enseignes, donc notamment des enseignes néons qui sont visiblement attaquées de toutes parts, qui contiennent effectivement du mercure. Donc, nous avons mis en place une filière de retraitement de ces déchets qui est très active et sur le territoire national. Et pour ce qui est des autres enseignes qui sont récupérées, effectivement, nous travaillons activement sur le recyclage et sur l'éco-conception afin de concevoir des produits de plus en plus vertueux. Donc ça, c'est vraiment notre cheval de bataille actuellement. Et puis pour répondre à Monsieur Delahousse aussi, qui parle d'enseignes qui sont en infraction depuis 1980, oui, tout à fait, mais je vous rappelle qu'il y a un pouvoir de police qui est censé être appliqué aussi par les communes, donc ce n'est pas forcément les professionnels qui sont de, comment dire, qui sont pas de bonne foi. Il faut aussi que le pouvoir soit appliqué par les collectivités. Voilà, je vous remercie. Bien sûr, merci à vous. Alors, on va peut-être, comment dire, clôturer la présente réunion, hein, puisqu'il est déjà 19h55. Madame Mandon. Oui, oui, oui. Déjà, moi, je voulais clôturer cette réunion. Bien sûr, merci. D'abord, remercier tout le monde de cette participation très active, aussi bien par les prises de parole que par les différents messages qu'on a pu avoir dans le chat. On sent des gens très investis dans leur environnement et on ne peut que les féliciter d'être là pour venir défendre leurs convictions. Nous, élus, nous sommes là pour travailler donc, sur ce règlement de la publicité. Donc, interdire la publicité n'est pas possible déjà, et puis tel n'est pas notre rôle non plus. Mais ce que nous cherchons, c'est d'améliorer les choses, hein, comme on a pu le dire déjà à plusieurs fois. C'est donc réduire le nombre des dispositifs, réduire la taille des dispositifs, et rendre un meilleur cadre de vie aux métropolitains, que ce soit dans les centres-villes, mais aussi dans les zones d'activité, comme on a pu le dire. Alors, une personne qui a dit que il ne devrait pas y avoir de zonage, mais que tous les quartiers, toutes les zones devraient être logés à la même enseigne. Simplement, comme on l'a dit, il y a plus de dispositifs sur certains secteurs, donc on a une vigilance plus pointue sur ces zones-là. Donc, on a beaucoup parlé du mobilier urbain aussi. Donc, la vocation du mobilier urbain devrait être de donner de l'information aux administrés. Et l'affichage publicitaire, c'est autre chose. Donc, de bien faire le distinguo des deux choses. Et puis, ce qui est important, c'est de faire un règlement, bien sûr, mais c'est de le faire appliquer. Ce ne sera pas une mince affaire, ce sera à la charge des communes. Mais voilà, ça va être important de le faire. Ce n'est pas la peine de faire un règlement s'il n'est pas appliqué. Donc, il faudra vraiment
avoir un travail très important et une implication de tous pour le faire appliquer. Et déjà, pas forcément sur les nouvelles demandes, mais avoir un travail rétroactif sur toutes ces publicités qui sont en place et qui ne devront plus être là à la mise en place du règlement en 2022. Voilà, sinon, vous remerciez, puis n'hésitez pas, puisque vous avez le site sur lequel vous pouvez encore vous exprimer, bien sûr. N'hésitez pas à faire remonter vos observations. Merci à toutes les personnes qui ont permis l'existence de cette réunion, à la préparer, à la mener. Merci à Marine pour sa présentation. Merci à Marie. Merci à Kivan. Merci à tout le monde. Et puis surtout, merci à vous qui avez participé. Et puis, je vous dis à bientôt, puisqu'il y aura d'autres réunions publiques. Donc, on aura l'occasion d'échanger de nouveau, j'imagine. Très belle soirée à tous. Et merci de votre présence.